J'appelle maintenant donc la première communication, qui n'est pas une communication de technique hépatobiliaire, qui va être présentée par François-René Pruvot. François-René Pruvot, tout le monde le connaît, il est de Lille. Il est là à double titre. Premièrement, nous souhaitions, comme Académie de chirurgie, avoir un point d'étape sur la réforme de l'internat, qui est en pleine évolution, sinon mutation. Et comme il dirige les travaux de la CNIPI depuis de nombreuses années, et que la CNIPI doit rendre très prochainement la copie pour envisager cette réforme, eh bien, je pense qu'il était le mieux placé pour nous l'exposer et éventuellement répondre à vos questions. Il est là un deuxième titre, comme président de la Société française de chirurgie hépatobiliaire, et c'est à ce titre qu'il va modérer la séance tout à l'heure avec René Adam, dès qu'il aura pu se libérer de ses obligations professionnelles. François-René, si tu veux venir et prendre la parole. For our English, for our Chinese colleague, you will have the slide in English after the lecture. Welcome to our Chinese colleagues. It's very difficult to talk after this fantastic welcome address in Chinese of our colleague. I will apologize for two reasons. First, maybe you will be a little disappointed because it's not a special focus on surgery, but on all the curriculum of French residency and fellowship. And the second reason is I will talk in French because it's some French cooking, it's a discussion in the very special context of French surgery, and as you know, France is a little particular country in Europe, but it's less and less exact. Donc je vais parler en français pour vous, chers collègues académiciens. Donc le point sur la réforme, effectivement, on est à un point d'étape capital, au sens qu'il est un point d'étape technique, mais aussi un point d'étape politique. Je vous ai déjà parlé de la réforme, de ses raisons. J'ai remis quelques diapositives que certains d'entre vous connaissent, mais ce sera plus clair pour nos collègues chinois. Le système actuel, vous le connaissez, un internat de 4 ou 5 ans selon les spécialités, qui se termine par un DES, et ensuite une formation, non pas complémentaire, bien que le terme du diplôme soit diplôme d'études supérieures complémentaires de type 2 en chirurgie, mais une véritable période conçue comme intrinsèquement indispensable pour la formation, et la formation des chirurgiens se fait en 5+2. Le problème, c'est qu'actuellement, ce lien entre la période de l'internat DES, qui donne un diplôme réglementaire, et la période de l'assistanat qui contribue à la formation, il n'y a pas de lien réglementaire. L'État français n'est pas obligé de donner à un interne ayant son DES une formation, sauf pour terminer son DES-C, mais il n'y a pas de véritable obligation. C'est l'interne qui doit, et son coordonnateur, trouver les moyens de cette période contractuelle de formation. Il y a une énorme disparité régionale dans le ratio entre le nombre d'internes et le poste d'assistant, notamment chef de clinique. Et puis, de tout temps, les doyens ont pleuré en disant on utilise, notamment en chirurgie, le statut des chefs de clinique pour former une partie de nos spécialistes vers une formation professionnelle, alors qu'ils n'assument pas leur mission de soins, d'enseignement et de recherche. Ce qui fait qu'on a 3 durées d'enseignement en France, la durée strictement réglementaire en rouge du DES, une durée jugée par les pouvoirs publics et par le DESC, donc par les professionnels, nécessaire, c'est au moins 1 an de post-internat, et puis la durée contractuelle de 2 ans supplémentaires, ce qui fait que la durée en fait est de 7 ans en chirurgie. C'est d'autant plus crucial que depuis 2004, on a lâché au plan politique
les vannes du numerus clausus. Et vous voyez, on est passé, en gros, en 2004, de 16 à 18 000 internes à maintenant plus de 26 000 internes au temps T dans notre pays. Et donc, forcément, saturation des stages de formation. Et le rapport IGAS 2010 avait un petit peu anticipé de manière noire la situation qui a mis 2 ans à se concrétiser. Aujourd'hui, nous venons de faire le point avec tous les internes français. La contestation est à nos portes. Le ratio post-internat sur nombre d'internes est très déficitaire, en particulier dans les régions, vous voyez, qui sont en rouge. La CNIPI, vous en avez entendu parler, mise en route par Régine Bachelot, 2009, des travaux. La grande réforme, c'est d'intégrer la période du clinica dans le diplôme au sein d'un DES New Look qui durerait donc un peu plus longtemps, et cette période comprendrait l'internat et la mise en responsabilité. Alors ça, c'est la vraie réforme de ces travaux, avec une proposition de ventiler la durée de formation plus dense, pour les spécialités chirurgicales, non plus en 5+2, mais en 4+2, en particulier pour la plupart des spécialités, en soustrayant le semestre de connaissances générales que toutes les spécialités avaient. Pour la chirurgie générale, le semestre d'orthopédie, pour les orthopédistes, le semestre de chirurgie viscérale, pour les autres également ces semestres de découverte, 4+2. Pour les spécialités médicales en DES à 5 ans, 4 plus 1 année de mise en responsabilité, médicale en 4 ans, 3 plus 1, et pour la médecine générale, on ne change pas. Alors vous savez que les élections présidentielles ont complètement gelé en 2012 l'élan de la réforme qui s'est arrêté pour reprendre en janvier 2013 avec une lettre de mission qui a été envoyée à François Coureau, coordonnateur scientifique de la DGCIP et moi-même, pour penser la refonte des maquettes de formation, donc un travail très technique, très pédagogique pour l'ensemble des spécialités médicales, avec un certain nombre d'impératifs. Pas d'augmentation des durées de formation. Et je vous ai montré toute l'hypocrisie qu'il y a sur la notion de durée de formation en France. Bien sûr, les 2 ministres pensaient, en parlant durée, que la durée était celle de notre DES de chirurgie générale, 5 ans. Mais qu'il y avait le DESC, donc il fallait transiger. Et le DESC, pour elle, c'est non pas 2 ans de contractualisation du poste de clinica, mais l'année post-internat réglementairement indispensable pour le DESC 2. Donc en fait, notre durée réglementaire officielle pour les voies publiques, c'est 6 ans. C'est pour ça que la proposition a été faite d'une formation en 4+2. La méthodologie des maquettes, je vais vous montrer l'évolution. Réfléchir à la nécessité ou non de durée de diplôme de spécialité complémentaire, c'est-à-dire des options de surspécialisation. L'avenir des DESC 1, mais là je passerai, ça concerne surtout les disciplines médicales, et puis établir, ce qui n'existe pas aujourd'hui, un véritable cahier des charges de l'agrément des stages. Au jour d'aujourd'hui, cet agrément des stages existe pour les internes, c'est un document extrêmement administratif, plutôt donnant une photographie de la structure du service, plus que de ses objectifs pédagogiques. Et ce cahier des charges n'existe absolument pas pour le clinica. Les chefs de clinique nous sont attribués sans que nous ayons à donner aux doyens de contrepartie pédagogique officielle validée. Donc les principes de la réforme, je les ai déjà expliqués devant vous, ça a été les suivants. Filiarisation, c'est-à-dire suppression du DES de chirurgie générale, ventilation des spécialités pour coller à la réalité de terrain d'aujourd'hui. Il n'y a plus véritablement de chirurgiens généralistes au sens ancien du terme, même si nous avons besoin d'une formation de base généraliste, et donc une filiarisation de toutes les spécialités dès l'ECN, une densification du parcours pour que toute la formation tienne au sein du DES en 6 ans. Par exemple, une intégration dans les modules d'enseignement du DES de tous les enseignements que la plupart des universités ou des spécialités agrémentent dans le parcours de leurs internes, DU et DU. Une notion nouvelle, c'est la progressivité dans la formation.
Au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes nommé interne, vous avez le même statut en première année et en cinquième année. Le statut réglementaire. Et même le statut de formation. Même si la plupart des chefs de service et les chefs d'équipe que nous sommes, nous savons que nous nous adressons différemment à un interne de quatrième année qu'à un interne de première année. Mais en réalité, il n'y a pas de distinguo très, très formel. Là, la proposition, c'est de faire un distinguo formel et de segmenter l'internat en 3 phases. Une période socle, dite initiale, basique, où il y a des enseignements génériques, des enseignements transversaux aussi, comprenant par exemple tous les enseignements, ou un résumé des enseignements qui étaient contenus dans le DES de chirurgie générale, une période intermédiaire, le cœur de l'apprentissage, de la formation, et puis une période de mise en responsabilité qui correspond à l'ancienne période de l'assistanat. Et puis surtout, introduire la notion d'évaluation. En France, on est très mauvais en termes d'évaluation. Nos spécialistes sont bien formés. Seulement, nous ne le savons pas vraiment. Nous ne pouvons pas produire les preuves qu'ils sont formés. Est-ce qu'un interne de chez vous a un logbook attestant qu'il a bien fait 40 cholécystectomies, 30 colectomies, que lors de 10 interventions en surveillance péropératoire, vous avez attesté qu'il ne déchirait pas les tissus, qu'il s'exposait correctement, qu'il conversait correctement avec l'équipe paramédicale, qu'il dialoguait comme il fallait avec l'équipe anesthésiste? On ne le sait pas. Vous le savez éventuellement en tant que chef d'équipe ou coordinateur, mais on ne peut pas en produire la preuve de manière lisible et transparente à la société civile. Alors, des outils, le contrat de formation. Un interne en début de formation passerait avec le coordinateur un contrat de formation pour notamment la linéarité de ses stages. Bien sûr, la mise en responsabilité, qui ne fait que transcrire la période de l'assistanat. Et puis, des options de DES pour se superposer à l'évolution médico-scientifique qui veut que, eh bien, là où il y a 15 ans, une petite pointe de spécialité apparaissait, 15 ans plus tard, c'est devenu une authentique spécialité au sein d'une discipline avec un véritable exercice professionnel demandant d'être clairement identifié dans le parcours de formation. Et puis les FST, mais je ne m'étendrai pas beaucoup sur ce sujet, qu'on appelle les formations spécialisées transversales, qui recouvrent en fait la notion des anciens DESC 1. C'est là, lorsque une formation est nécessaire pour plusieurs DES, plusieurs disciplines, qui ont besoin d'un chapeau commun. Alors voilà ce que donnerait le parcours dans la réforme. Vous voyez cette période socle, sanctionnée par une évaluation, avec, on le voit, en gris et en blanc, au moins un stage, dès le départ, en milieu académique, pour que les enseignants du CHU, le coordonnateur, puissent appréhender chaque promotion d'interne dès le départ, pour repérer qui doit continuer, ne peut pas continuer, puis commencer à guider l'interne dans sa formation. Une période intermédiaire, une période de mise en responsabilité. La question qui est fait débat actuellement, on en a beaucoup discuté ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur, la question de l'évaluation entre la période intermédiaire et la période de mise en responsabilité, en clair comme actuellement entre le DES et le clinica, le moment du passage de la thèse. Alors c'est à ce moment-là donc que devrait se passer la thèse dont on conçoit qu'elle a le niveau d'un mémoire permettant un article en langue anglaise dans une revue internationale. Un nouveau, je dirais, mode de profil de la thèse d'exercice. La thèse d'exercice, vous le savez, qui, comme pour les juristes ou d'autres professions, nous est très sévèrement combattue au sein de l'université française, qui considère que notre thèse de doctorat est une thèse au rabais qui devrait disparaître. Mais, bien sûr, on peut plaider facilement qu'on a besoin de former des professionnels en exercice et non pas seulement des chercheurs. Alors les options, vous le voyez, avec, selon les cas, ça concerne surtout, par exemple, bien sûr, je parle d'autres disciplines que la chirurgie. Le cas du milieu, par exemple, irait très bien à la psychiatrie, qui comprendrait un tronc commun de 2 ou 3 ans, puis 2 bras vers la psychiatrie adulte et la psychiatrie infantile. Le petit chapeau supplémentaire à droite pour la cardiologie interventionnelle, une cardiologie de base en 4 ans, et puis une année de plus pour l'arythmologie ou la cardiologie interventionnelle. Les FST, je passe, mais c'est un point
très délicat pour nous, ça va concerner un gros débat, c'est l'oncologie. Pour la cancérologie, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas si nous allons, en tractant avec nos collègues cancérologues, intégrer la majorité de l'enseignement de la cancérologie au sein de notre DES. Vous savez que certains ont dit mais surgical oncology, ça n'existe pas. Quand on regarde le programme, le syllabus, la maquette du DES de chirurgie ou du DES de chirurgie viscérale digestive aujourd'hui, il comprend pratiquement 70 à 80% d'items cancérologiques. Mais il y a manifestement des notions complémentaires, sophistiquées, utiles à la formation d'un chirurgien digestif qui voudrait pousser sa formation plus loin, qu'il faut co-diriger avec les oncologues. Alors le planning, eh bien on est au milieu du gué. Donc on a reçu les cahiers des charges et des référentiels de toutes les spécialités jusqu'à la fin d'année 2014. On a commencé à les revoir pratiquement toutes dans le groupe du 3e cycle. Nous sommes en train de faire les réunions de synthèse. Nous avons renvoyé aux disciplines des commentaires. Je vais vous en donner quelques exemples tout à l'heure. Et puis, nous allons les réauditionner pour voir dans quelle mesure elles acceptent d'amender leur nouvelle maquette faite selon le modèle générique que l'on a proposé. La chirurgie digestive, par exemple, ou l'orthopédie ou la chirurgie vasculaire ont été de très bons élèves. On n'a pratiquement pas à revoir leur copie. C'est-à-dire que les collègues chirurgiens ont très bien intégré la réforme et ça y est, nous ont profilé une maquette en 6 ans avec période socle, période intermédiaire, période de mise en responsabilité. La question, c'est sur quel statut asseoir la période de mise en responsabilité. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que ça doit être un statut d'assistant équivalent au statut de chef de clinique assistant ou d'assistant des hôpitaux? C'eût été la facilité. Nous ne voulions pas de la dichotomie anglo-saxonne, résident junior, résident senior. Pourquoi? Parce qu'en France, il faudrait encore 10 ou 15 ans pour que les brancardiers, les infirmières et les secrétaires des services fassent la distinction entre le résident junior et le résident senior. Il faut une cassure sémantique pour montrer qu'il y a vraiment un upgrading du statut et de la formation. Donc les appeler assistants, le statut d'assistant. Sauf que à ce moment-là, puisque ça concerne désormais toutes les spécialités, dès lors qu'elles seraient en 2 ans, leur mise en responsabilité, nous donnons le secteur 2 à tous les spécialistes français. Et donc, les pouvoirs publics ont mis, depuis 2012, un veto absolu à ce que ce statut de mise en responsabilité soit celui d'assistant. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé le Saint Graal. Alors, on ne toucherait pas au poste de chef de clinique des universités, qui resterait en marge de la formation initiale et servirait soit à la mise au pied à l'étrier de la formation vers une carrière universitaire, soit une carrière de recherche. Alors, les discussions ont cerné par exemple la durée de la phase socle. Certains, par exemple les chirurgiens vasculaires avaient demandé que leur phase socle dure 2 ans. On les a convaincus que la phase socle, on pouvait très bien, en 1 an, apprivoiser un interne et savoir si il faisait le bon choix entre chirurgie vasculaire, chirurgie digestive ou chirurgie urologique. Alors le droit au remords nous a beaucoup pollué les débats. C'était un problème très particulier. On disait mais à quel moment on va placer le droit au remords? Vous savez, ça devient compliqué puisque le droit au remords devient plus compliqué dès lors que les spécialités sont filiarisées. On s'est aperçu, je ne sais pas quel chiffre vous aviez dans votre tête, le remords, le changement n'est pas supérieur à 1% parmi la totalité des internes. On a beaucoup débattu du stage hors CHU. Les hôpitaux périphériques voulaient que l'on impose dans toutes les maquettes un quota de nombre de semestres en hôpital général. Et le ministère de la Santé pousse beaucoup dans ce sens. Jusqu'à présent, on n'a pas souhaité que ce soit inscrit dans les maquettes. Et puis, bien sûr, les stages ambulatoires. Forte poussée, bien sûr, des responsables du secteur libéral disant
vous êtes saturé dans les hôpitaux publics, un certain nombre de cliniques et d'hôpitaux privés sont prêts, il faut donc qu'on leur ouvre la formation des internes. Ce à quoi il a été répondu, eh bien, il y aura désormais un cahier des charges. Celui qui correspondra au cahier des charges pourra éventuellement, après accord du doyen, prendre en charge des internes ou des internes en responsabilité. Alors, petit survol des autres spécialités. Par exemple, le groupe a fait la proposition que désormais les ophtalmologistes soient plus clairs, sans jeu de mots. Spécialité médicale ou spécialité chirurgicale. Le pays a besoin d'ophtalmos et on ne veut plus voir des délais d'attente de 6 mois dans certaines régions. Certains ophtalmos ne font pas de chirurgie. Et donc, on peut très bien concevoir un métier de base médical, éventuellement avec la chirurgie de la cataracte, puis un métier plus complexe. Les chirurgiens cardiovasculaires n'avaient pas été très clairs sur faut-il être formé pour tout ou faut-il avoir 2 options, cardiovasculaires et thoraciques. On demandera à notre collègue Andréa Sion ce qu'il en pense. Gynéco-obstétrique, alors là c'est un débat très dur. Nous pensons dans le groupe qu'on a besoin de gynéco-obstétriciens dans le pays qui sachent faire éventuellement, bien sûr, une hystérectomie, une chirurgie de l'ovaire simple, mais tous les gynéco-obstétriciens ne sont pas obligatoirement à former pour faire de la chirurgie pelvienne lourde et complexe. Et donc ce serait une option chirurgicale supplémentaire. Les obstétriciens ne sont pas tout à fait d'accord. Pédiatrie, la pédiatrie est vent debout contre une durée de formation en 4 ans. Ils sont la seule discipline qui demande fortement une augmentation de la durée de formation en 5 ans. Psychiatrie, je vous l'ai dit, co-DES. Alors, endocrinologie, nutrition, ça c'est le grand débat. Les nutritionnistes veulent exister, il y a un plan nutrition, il y a sociétalement, la nutrition c'est très à la mode. Seulement quand on regarde les programmes pédagogiques de l'endocrinologie, diabétologie d'une part, et de la nutrition d'autre part, il y a 80% d'overlap. Donc en fait c'est la même formation, c'est pratiquement le même métier. Et puis l'épineuse question de la médecine générale, tout le monde est conscient que la durée de formation d'un médecin généraliste devrait au jour d'aujourd'hui, surtout si on évolue vers le métier de general practitioner, 4 ans, et actuellement, on n'a absolument pas les moyens pédagogiques de faire un DES en 4 ans. Il n'y a pas assez d'enseignants en médecine générale. Alors, pour la chirurgie, petit focus particulier, la formation par acquisition de compétences. Nous devons cesser de faire des examens avec des QCM et des questions théoriques. Évaluer les internes, c'est dire à la fin d'un stage, je t'ai regardé, je t'ai pris en test sur 4 interventions, tu as fait ceci, ceci, cela, et je te mets une note, et puis je regarde, tu as fait telle et telle intervention. Celle-là, par exemple, tu ne la possèdes pas, tu n'as jamais pu faire une colectomie sous cellio complètement, tu as été gêné par le décrochage de l'angle gauche, tu n'as pas su bien sortir pour faire l'anastome, etc. Donc, je ne te valide pas pour ça, mais je transmets au stage suivant, et il faudra que tu le valides lors du stage suivant. Voilà comment désormais on devrait concevoir la validation des compétences. Alors, les surspécialités, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas vrai pour la chirurgie, mais pour les médecins, quand vous voulez faire un DESC, eh ben vous vous inscrivez au DESC. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Or, on se retrouve dans certaines surspécialités ou DES devant une pléthore. Donc désormais, il y aurait des quotas. Les surspécialités ou les options de DES seraient régies par des quotas. Le devenir des postes de chef de clinique assistant, je vous l'ai dit, on n'y touche pas. Ça, c'est un gentleman agreement avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Les 3500 postes de chef de clinique sont sanctuarisés. Et puis la question du support statutaire. On a une rencontre récente avec les 2 conseillers qui sont satisfaits de l'état des travaux. On attend les conclusions d'un rapport IGAS-IJENR sur le statut de la mise en responsabilité et le coût de la formation, de la réforme. La réforme coûterait entre 30 et 45 millions d'euros. En fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, le paiement annuel pour les internes en formation, vous le savez, dépasse largement le milliard d'euros. Hein, largement le milliard d'euros. Et puis donc la question de l'agrément des stages. Là, les ARS nous ont alertés en disant
Il faut commencer à formater l'esprit des différents services à la nouvelle structuration des stages, parce qu'il y a toujours une forme d'inertie au moment des répartitions. Voilà exactement le point d'actualité de la réforme. Je vous remercie. Merci François-René pour ce point qui me paraissait important de développer devant vous, qui connaissez bien le problème. Alors j'ouvre sans faire de commentaires particuliers le papier à la discussion. Quelqu'un veut prendre la parole, poser une question, y compris nos collègues chinois? Oui, Alain Hertig, bonjour. Oui, j'ai apprécié grandement les réformes en cours que l'on connaît déjà depuis 20 ans. On a tous été baignés dans les réformes dans l'internat. Pour la faculté et les postes de chef de clinique, c'est pour l'instant, parce que c'est un point de non-retour avec les internes, si jamais on touchait aux 3200 postes. Mais en fait, les facultés de sciences, de droit et de lettres, ils n'ont qu'une, et les doyens, ils n'ont qu'un objectif, c'est de voler ou de piquer les postes de chef de clinique, parce qu'ils disent les chefs de clinique font pas d'enseignement. Donc c'est vraiment point d'interrogation. La seule chose que je voudrais dire, c'est pas pour du tout critiquer, au contraire, c'est très bien ce travail, mais c'est un travail académique, c'est un travail du ministère de l'enseignement supérieur. Quand parallèlement on entend donc des mises en responsabilité, des contrôles de connaissances sur le sujet et sur le patient. Parallèlement, le ministère de la Santé va titulariser, parfois contre l'avis des commissions d'appel du Conseil de l'Ordre, des gars qui sortent d'on ne sait pas où, qui travaillent, on n'a jamais pu vérifier leur pratique, et donc on va les mettre en compétition parallèlement avec tous ces pauvres internes qui sont tapés tous ces cursus, et puis à côté, le gars, il devient praticien hospitalier contractuel, il devient titulaire, il peut devenir chef de service au bout de 3 ans, il peut même aller dans le secteur 2 parce qu'il a été... Vous voyez, il y a des filières avec des sinus, des sinusoïdes qui font que une partie de la réforme, elle est cassée par terre, elle est cassée parce que on ne fait rien pour essayer de limiter ou de contrôler les étudiants étrangers qui viennent en France, qui y restent et qui deviennent PH, sans aucun contrôle des connaissances et de la pratique. Un dernier cas, c'était un médecin qui avait été mis défavorable sur le plan de la chirurgie cardiovasculaire. C'est quand même quelque chose de confier son cœur à quelqu'un. Eh bien, le ministère de la Santé est passé outre parce qu'elle a droit à plusieurs cas par an pour, contre la commission de l'ordre, donner son aval à cette fille qui n'a fait que tenir les valves en chirurgie cardiaque et c'était dans un hôpital parisien. Merci excusez-moi d'avoir été aussi long. Ah oui, 3 points majeurs que vous avez soulevés. Le premier, le danger. Au jour d'aujourd'hui, les doyens sont obligés de donner aux chirurgiens des postes de chef de clinique pour terminer le DES de type 2. Dès lors qu'on supprime cette contrainte réglementaire, quid des rapports entre les chirurgiens et les doyens? Les doyens vont dire, attendez, vous les chirurgiens, vous participez pas beaucoup à l'enseignement de PACES, à l'enseignement du 2e cycle, on ne va pas vous donner beaucoup de postes de chef de clinique, j'en ai besoin plein en bactériaux, en néphro, etc. Donc gros danger. Je demande la vigilance de l'Académie nationale de chirurgie sur ce point. C'est très important. Donc, pour la spécialité qui est la mienne, j'ai proposé à Olivier Farge et à Christophe Mariette d'aller de l'avant, et même si nous étions un tout petit peu hésitants sur la question des surspécialités, d'aller vers les surspécialités, colorectales, hépatobiliaires, obésité, etc., tractus digestif haut, pour prendre pied sur des diplômes de surspécialité nécessitant des postes de chef de clinique. Vous avez tout à fait raison. Gros danger. J'y veille. Le second point, c'est les étrangers dans les centres hospitaliers. Oui, bien sûr, c'est un problème endémique. On est vent debout contre... Je suis avec Georges à la commission du CNOM. C'est une bagarre perpétuelle avec la DGOS. La question, c'est que justement, la réforme va permettre de séparer le bon grain de l'ivraie. Dire que ces services, les internes ne sont plus utilisés comme une variable d'ajustement des trous du système de santé publique. Ils seront là où il y a de la formation de qualité vérifiée par un cahier des charges d'agrément. Le jour où dans un service en périphérie, il n'y a pas l'agrément, parce qu'il n'y a pas l'activité,
le chef de service n'a pas les compétences, il n'y a pas l'offre pédagogique, on n'y met pas d'interne. Troisièmement, il y a la question démographique. Moi, j'ai fait le pari un peu noir, que nous devions être prudents. Je résiste à l'envie de certains de mes collègues d'augmenter chaque année le nombre d'internes à faire rentrer dans les SEN de notre spécialité, parce que, statistiquement, à partir de 2023, nous aurons trop de médecins. Et donc, nous risquons de former des chômeurs, surtout si nous avons laissé rentrer en France trop d'étrangers dans les postes venant combler les trous du système public périphérique français. Une toute petite question, M. Launois, puis après, vas-y. Ah, pardon. C'est plus un commentaire qu'une question. Dans tous les pays anglo-saxons, la validité de la formation est limitée, et en général, c'est 5 ans. Et ça, il me paraît essentiel de le dire, car il est évident que si elle est limitée, ça implique automatiquement le développement professionnel continu. Et deuxième commentaire en vitesse, si on n'a pas de médecins dans des hôpitaux secondaires non formateurs, il faut fermer les lits. Ça, c'est une chose qui me paraît impérative plutôt que prendre des médecins mercenaires. Oui, tout à fait. Donc, ce que vous précisez, c'est le besoin de la recertification. Donc, on l'a mis avec François Coureau dans le dernier paragraphe de nos mesures, en disant qu'il devait y avoir un lien entre la formation initiale et la formation tout au long de la vie, y compris la recertification. C'est un très gros dossier. Ça peut être 5 ans, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais 5 ans, ça paraît une bonne période. Autre question. Laurent Bocco-Gibod, comment est-ce que vous mettez en perspective la réduction de la durée de formation avec la réduction de la durée du temps de travail correspondant à la directive européenne qui limite en fait la durée de l'exposition à la pratique clinique de manière assez considérable? Mal, très mal. Très mal, surtout que là, il y a un conflit de génération. Il y a un conflit de génération, on a tous travaillé en gros 80 heures par semaine. Voilà, c'est plus tout à fait possible. Encore que tout de même, il faut quand même considérer que dans nos hôpitaux, le comportement des jeunes internes, hommes ou femmes en chirurgie, est quand même différent, reste différent de celui des autres internes. Bon, est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas? Ça, c'est plus compliqué. Donc mal, sauf que j'ai utilisé le terme de densification. Cette réforme va changer la vie des internes, mais elle va changer la vie des enseignants. C'est-à-dire que là où on laissait faire un enseignement par imbibition, avec du temps, avec une osmose, qui n'était pas une mauvaise solution, on n'en a plus les moyens. On remplace ça par une formation ponctuelle, formalisée, beaucoup plus dense, avec des moments d'évaluation. Et donc, ce qu'a très bien compris le ministère de l'Enseignement supérieur, raison pour laquelle sont sanctuarisés les 3500 postes de chef de clinique, c'est que pour asseoir cette réforme, il faut beaucoup plus d'enseignement qu'avant. Et donc beaucoup plus d'enseignants. Très bien. Merci François-René. Je pense que la discussion est close maintenant. Désolé, parce que nous devons commencer notre session franco-chinoise. François-René, je te demande de venir me rejoindre. J'appelle également René Adam, que vous connaissez tous, qui est le directeur du Centre de chirurgie hépatobiliaire de Paul Brousse et qui, à ce titre, qui va pouvoir co-modérer la séance. Alors, si vous permettez, il y a une petite inversion dans l'organisation. Pour des raisons de timing, le docteur Karl Chardot, qui doit faire le commentaire de la lecture sur la transplantation hépatique pédiatrique, devant se retirer rapidement.